On va commencer en fait cet échange avec Marion. Alors, les images que vous verrez, que vous voyez sur le diaporama, sont en fait des œuvres représentatives, en tout cas, qui montrent un échantillonnage de la pratique de Marion. Donc ça, c'est un tableau très ancien, de 2009. Et après, on bascule assez vite. Après les années 2010, 2018, on arrive ici des tableaux plus récents jusqu'à 2023-2024. Et donc le diaporama, je le laisserai comme ça, je vous montrerai un petit peu, je ferai défiler les peintures pour que ceux qui ne connaissent pas la peinture de Marion puissent évidemment visualiser. Et c'est toujours difficile de parler quand on parle de peinture, enfin voilà, c'est agréable d'avoir un peu les images sous les yeux, en sachant que c'est une sélection, une trentaine de peintures et qu'évidemment c'est pas représentatif de tout son travail que vous pouvez avoir en visibilité sur son site si après vous êtes intéressé par sa démarche. Alors Marion, je te remercie d'être présente avec nous aujourd'hui. J'aimerais qu'on commence cet échange. Alors il y a toujours un peu pas une tradition, mais on aime bien connaître un petit peu le début du désir de peinture ou du désir d'être artiste. Quand on échange avec les artistes, c'est toujours fascinant de voir comment les choses se mettent en marche et comment un artiste se construit. Et du coup, j'aimerais qu'on revienne à l'origine, plutôt au début de ta formation. Il me semble que c'est intéressant parce que tu fais partie d'une génération donc, qui a été exposée d'ailleurs dans Immortel, qu'on a réalisé avec Lina Boursa-Omoko. J'étais la co-commissaire. Immortel, c'était une exposition qui visait à représenter la diversité en fait de la scène picturale française, donc de nouvelles générations. Et Marion représente, tu es née au début des années 80. Il y a beaucoup d'artistes justement de cette génération et aussi des artistes nés dans le milieu des années 70 en gros. Cette génération d'artistes a commencé, est entrée en peinture en France à un moment où la peinture figurative n'est pas au goût du jour et a été un peu mise au banc des institutions et dans les écoles d'art, comme Beaux-Arts de Paris, dont la plupart viennent, pas que, mais aussi des Beaux-Arts de province bien sûr. C'était un enseignement qui pouvait être réfractaire en fait à la question de la peinture, de transmettre le médium, son histoire, l'histoire de technicité. Et donc il y a beaucoup de peintres de ta génération, Marion, qui ont parlé de cette situation et qui ont évoqué un enseignement voilà, qui n'était pas forcément porteur, si ce n'est dans certains ateliers, dont justement l'atelier de Alberola par exemple, qui fait partie des collections du masque, et d'autres, Boiron, François Boiron bien sûr. Toi Marion, tu n'as pas connu forcément cette situation parce que tu as eu la chance de faire des formations à l'école de Strasbourg et aussi en Allemagne. Et en Allemagne, effectivement, c'est dans l'atelier en plus de Néo Rauch. Donc c'est quand même un pays qui est connu pour, au contraire, avoir beaucoup contribué à l'enseignement, à la vitalité de la peinture figurative. Et il n'y avait pas ce cloisonnement, en fait, dans l'enseignement allemand, si je dis pas de bêtises, entre justement peinture figurative, peinture abstraite, guerre, pas guerre. Enfin, ça a embrassé tout, en fait, la création contemporaine. Comment, toi, du coup, tu as traversé, en tant qu'artiste, cette question de l'enseignement? Comment tu t'es... quel souvenir tu as de l'école de Strasbourg et de l'atelier de Néo Rauch, peut-être l'un et l'autre après? Et comment, après, on pourrait évoquer comment ça transparaît, peut-être aussi dans ta peinture, après, toute cette question de... Bon, on y reviendra. Déjà, les débuts, quoi. Strasbourg. Strasbourg, alors Néo Rauch à Leipzig, c'était vraiment juste 6 mois, c'était un Erasmus. Et j'étais donc déjà en 4e année, donc j'étais avancée dans mon choix. Moi j'ai appris à aimer la peinture en découvrant que c'est ça que je voulais faire, mais j'avais pas de... C'est un choix qui s'est imposé, quoi. J'avais pas... C'est un choix non-choix. J'ai commencé à le faire et j'ai compris que j'arrêterais pas. Tu veux dire quand tu étais à l'école à Strasbourg? Oui. J'étais pas rentrée dans cette école pour faire ça. Et effectivement, du coup,
de toute façon, je débarquais dans le monde de l'art contemporain, donc j'étais assez étrangère et indifférente quelque part à ces questions, enfin que j'ai découvert sur le tas, et j'ai eu la chance. J'étais inscrite dans un groupe qui était constitué de 3 profs, dont Manfred Stern-Jacob, mais j'ai quand même fréquenté Daniel Schlier, qui avait un atelier peinture avec un enseignement technique qui nous a transmis le goût d'expérimenter la matière, de comprendre comment est constituée une peinture, historiquement, matériellement, etc. Et il nous faisait part des débats qui pouvaient avoir lieu, mais j'y étais assez indifférente pendant un certain temps. Donc j'ai pas subi cette pression, mais parce que j'étais dans une petite bulle aussi. Et du coup, quand tu dis je suis pas rentrée aux Beaux-Arts avec cette idée-là, tu rentrais aux Beaux-Arts avec quelle idée? En fait, c'est à l'école. Ouais, traditionnellement, elle s'appelle Art Déco, cette école, mais en plus c'est une école de Beaux-Arts où il y a des options art appliquées et des options Beaux-Arts. Je rentrais pour faire je pensais que j'allais faire de la com parce que j'avais pas l'idée que je pouvais être artiste. Ça existait pas dans ma culture familiale, donc Oui, c'est ça. Dans la question des musées imaginaires, je revenais sur cette question après, mais ça faisait partie aussi de cette idée des origines. Donc tu ne venais pas d'une famille qui était particulièrement, en tout cas, attachée à la culture. Enfin, t'as pas eu forcément d'expérience dans l'enfance. Ils n'y étaient pas hostiles. Ils m'ont permis de faire ça, mais j'avais pas de bagage à cet endroit-là. Donc j'imagine aussi que quand tu es à l'école de Strasbourg et que tu ressens du coup que ce désir de peinture est là et qu'il va rester, tu vas commencer là à toi-même te créer ta propre culture et aller voir déjà là, goulûment, dans les musées ou dans les livres, comment ça se passe. Le fait que du coup c'est pas du rattrapage en retard, mais que tu te fasses faire toi-même ta culture. Je suis allée beaucoup en Italie. Je suis allée beaucoup en Italie pour voir la peinture italienne. Ça, c'est un peu mes premiers amours. Et du coup, quand même, en étant à Strasbourg, les expos, les musées qu'il pouvait y avoir dans la région et du côté de l'Allemagne. Je sais pas. Ça, c'est intéressant parce que sur la question des musées imaginaires, il y a quelque chose de très hybride en fait. Tu parles de la peinture italienne et je voulais te mener après à parler de la question de l'espace et de la façon dont tu assimiles des histoires de perspective en fait, même de composition qui peuvent renvoyer à des souvenirs de la Renaissance mais en même temps tu vas complètement hybrider et transformer avec des choses qui sont beaucoup plus en aplat, des architectures qui viennent... donc il y a une espèce de construction de l'espace qui est pétrie à la fois d'anciens et de classiques. Et aussi, donc, en parlant de la Renaissance, de l'art italien, mais aussi quelque chose qui pourrait faire écho à la tradition allemande, à la tradition du Nord. Comment tu te situes, toi, par rapport à cette idée d'une affinité ou de quelque chose qui ressurgirait dans ta peinture et qu'on pourrait qualifier justement d'empreinte d'une tradition nordique, du Nord ou de l'Allemagne? En fait, je voulais aussi te poser une question. C'est quoi une peinture française pour toi, par exemple? Parce que moi, j'ai l'impression d'être en tension justement entre l'Italie et donc avec quelque chose de plus, un désir d'harmonie, de plus apollinien. Et la peinture du Nord, c'est quoi? C'est quelque chose de plus qui va fouiller dans les endroits plus sombres, plus désagréables, avec des affects plus compliqués. Parce que je peux pas dire dans ma facture que je sois vraiment ni du côté de l'expressionnisme allemand. Donc il y a quand même quelque chose d'assez retenu dans ma peinture, même si je vais vers plus de franchise de la touche. Je suis pas dans... Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et surtout, pour répondre à ta question, c'est quoi une peinture française? Je pense que c'est quoi un individu français. Moi, je suis française de père sicilien et de mère d'origine ukrainienne. Et je pense que
on est beaucoup dans ce cas, et que du coup, la peinture, c'est comme pour les individus, elle est hybridée, et donc une peinture française, forcément, elle est faite de différents et par exemple, apports. Parce que j'ai l'impression que on est au carrefour. nous, si on dit peinture allemande, on a quand même comme ça, on perçoit une identité. Peinture italienne, on perçoit une identité. Ouais, c'est vrai. Peinture française aussi, mais finalement, je saurais presque moins l'identifier, la définir. Et peut-être que c'est être en tension comme ça entre différentes choses. C'est ça. Et aussi par rapport à sa position, je pense, géographique, culturelle, c'est effectivement une tradition qui est en tension entre la tradition du Nord et l'apport de l'Italie. C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu regardes les mouvements de l'art moderne, comment ils se sont écrits en fait dans cette tension entre effectivement le Nord et le Sud. Alors, si on part de manière concrète de ta peinture, par rapport justement à cette question des musées imaginaires, je ne sais pas, parce que je voudrais, par rapport à cette histoire de peinture allemande, tu as parlé dans un échange que tu as eu dans Les Apparences. Les Apparences, c'est une émission qui est réalisée par Thomas Lévillane, qui est peintre et qui a beaucoup contribué justement à soutenir la scène picturale française en particulier. Et le concept de l'émission, vous pouvez aller voir, c'est en ligne, c'est des interviews d'artistes. Donc Marion Bataillard, dans cette interview, il me semble bien que c'était là, tu parles de Otto Dix en particulier. Et ça, c'était quelque chose qui m'a intéressée. Et quand tu parles de ce rapport à Otto Dix, que tu disais là que justement ta peinture, elle n'était pas à proprement parler expressionniste, dans l'idée comme ça d'une veine, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus contrôlé dans la construction, dans la manière de peindre. Je suis assez d'accord avec toi. Comment un artiste comme Otto Dix a pu te toucher et travailler ta peinture, même à l'envers, du coup, même si tu as une pratique qui est... Qu'est-ce que c'est dans son travail qui t'a interpellé, qui t'a touché? Déjà, j'aime sa liberté, parce que si on regarde, il se permet tout le temps des pas de côté, il fait une chose et ensuite des choses tout à fait différentes. Donc je préfère les parcours comme ça, à des parcours très cohérents, qui poursuivent une forme. On sent qu'il est libre. Évidemment, il y a des aspects de sa peinture desquels je suis plus proche que d'autres. Et dans les entretiens dont tu parles, il mettait beaucoup en avant l'expérience. Et je me rappelle en particulier d'un passage où il disait... Attends. Ah oui, par rapport à ses peintures de guerre. Où on voulait lui faire dire quelque chose, lui faire dire une critique de la guerre. Et en fait, lui disait qu'il n'était pas à cet endroit-là et que c'était juste qu'il avait été traversé par cette expérience et qu'il la restituait. Il n'était pas à un endroit de moraliser la chose, quoi. Sur l'idée de l'expérience, en fait, c'est assez... Il insistait beaucoup sur Erfahrung, ouais. Avec son accent ouais. de Saxe. Et après, dans la question justement d'une espèce de fusion avec, de tension plutôt, entre l'héritage du Nord et l'héritage du Sud, quand tu découvres, tu sais, tu parles au moment où tu es à l'école, de tes premiers amours, tu parlais de la Renaissance, de la peinture de la Renaissance. Début, ouais. Qu'est-ce que c'est tu voyages du coup en Italie? Oui. Ou est-ce que tu vas, en fait, tu vois, des souvenirs un peu forts comme ça, de rencontres avec, j'imagine, des fresques et des endroits un peu atypiques, ou les musées? Est-ce que tu as un souvenir précis, tu vois, d'une rencontre, d'une couleur? Le premier amour, c'était Giotto. Et Padoue, à Padove. J'ai eu le droit de rester 40 minutes au lieu des 20 minutes réglementaires. C'est assez affreux d'être contraint comme ça. Mais ouais, les fresques de Giotto, et pour leur qualité d'apparition,
j'avais cette sensation devant ces peintures que les choses sont en train d'apparaître, cette magie-là. Et le début de la Renaissance, comme ça, c'est très beau parce qu'on est à la lisière justement entre un désir d'illusionnisme, une tension vers l'illusionnisme. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que les critiques de l'époque considèrent que c'est extrêmement illusionniste, alors que pour nous, c'est encore relativement naïf. Absolument. Oui. Mais ils n'avaient pas l'habitude, donc ils portaient un autre regard sur les choses. Bref. Non, mais ça, c'est hyper important ce que tu dis là, parce que c'est toute la modernité qui se réécrit en re-regardant. C'est très étonnant parce que les modernes vont regarder en fait beaucoup plus l'après-Renaissance que en fait la Renaissance à proprement parler, précisément pour ce moment jalon où tu as que la modernité elle explore en fait une ambiguïté et une remise en question de l'espace perspectiviste euclidien qui est vraiment un espace unitaire pour considérer un aplanissement de l'espace, mais en même temps on cherche, il y a une espèce de recherche d'espace ambivalent en fait qui donne à la fois l'idée d'illusion et à la fois la peinture s'affirme dans sa matérialité. Toi tu travailles sur une peinture qui recherche cette ambivalence en fait dans... Oui. Et qui du coup pour moi est réaliste au sens relatif à la réalité de notre expérience corporelle. Et donc on est tissé à la fois de perception, du coup d'un rapport au visible qui relèverait je sais pas comment dire, d'une captation comme ça, depuis un point dans l'espace, enfin un point mobile. Et puis en même temps il y a de la pensée. Il y a de l'espace mental et il y a de l'espace perçu. Et je pense que la peinture peut tendre à restituer, en tout cas c'est ça que je recherche, à restituer cette double nature. Et pour parler de double nature, c'est aussi du coup la double nature de la peinture, comme tu l'esquissais, qui est à la fois ce qu'elle est et autre chose que ce qu'elle est. Donc c'est à la fois la matière, des pigments sur un support, et ça, une grande partie de la modernité l'a exploré. Absolument. Et en même temps, c'est la chose que ça représente, et notre cerveau est extrêmement rapide à former une illusion, en fait. Absolument. Et là, tu vois, j'avais dans les questions que j'avais écrites, j'y venais après, mais du coup, je prends au fil de ce que tu dis. Quand vous regardez, souvent, tu as des figures géométriques, tu sais, qui apparaissent dans ta peinture avec des couleurs, d'ailleurs, c'est hyper contemporain. Et on pense à l'abstraction, tu vois, les figures géométriques qui sont... C'est intéressant parce que du coup, tu te situes à un moment historique où la peinture figurative dit en gros la peinture elle est ce qu'elle est. Il y a tout cet héritage en fait des modernistes, de l'abstraction, qui est là. Ça me fait penser à la peinture de Simon Pasieka aussi, tu vois. Il y a souvent ces figures géométriques dans l'espace. Mais en même temps, il y a toute l'histoire du figuratif et de l'illusionnisme aussi, et qui dit, ben non, la peinture, c'est pas que ça, c'est pas que un carré blanc sur fond blanc, en fait. Et ça peut pas être que ça, parce qu'on est trop complexe, et il y a trop de... Donc il y a ce désir quand même de dépassement, d'une modernité trop formaliste, mais en même temps de prendre en compte cet apport. Malevich lui-même, après, a recommencé à peindre des paysans, après avoir fait le carré blanc sur fond blanc. Et oui, c'est une navigation en fait entre des pôles. De toute façon, on n'a pas à choisir. Ouais. Et on reviendra tout à l'heure sur cette histoire de figures géométriques, parce que c'est intéressant de voir comment dans le process, pour toi, ça intervient par rapport aussi à la question de la lumière. J'ai juste une question avant de venir à ça. Là, par rapport à ce qu'on a dit au début sur le désir de peinture qui naît quand tu es à l'école de Strasbourg, le désir de peinture, il est lié au désir de la matière. C'est pas un hasard que tu aies désiré faire de la peinture et pas de la photo, du cinéma avec une caméra et filmer, faire des films.
tu as choisi un médium qui est tactile, et du coup tu commences au début. Là, le premier tableau que vous avez vu 2009, c'est encore de lui, tu es à lui, et tu bascules après à la tempéra. Donc la tempéra qui est la jonction de l'œuf en fait dans le pigment. Comment ça se... Et qui est donc en soi une technique que pratiquaient les anciens, les fréquistes, et qui du coup rejoint ton amour, j'imagine aussi pour l'Italie, pour la pré-Renaissance, pour ce travail de la fresque en fait. Donc il y a quelque chose de très maçonné, une matière qui est particulière. D'où ça vient en fait d'abord ce goût pour l'huile et pour le pigment, pour la peinture, et après ce passage justement à la tempéra. Pourquoi à un moment ton désir il va vers ça? Alors déjà tempéra c'est pas du tout pareil que fresque. Oui. Et il est vrai que j'utilise la tempéra d'une façon qui lui donne un côté assez maçonné, Oui. mais qui n'est pas du tout finalement la manière traditionnelle d'utiliser la tempéra. Je suis pas censée faire autant d'épaisseur, mais je le fais. J'espère que ça va bien se passer à travers les siècles. Mais moi aussi. Mais celle qui est au musée, c'était pas une tempéra à l'œuf, parce qu'en fait, je sais pas si je vais vous faire un cours sur la tempéra, mais oui, mais tu peux. C'est un terme historiquement flou qui recouvre des réalités différentes et quand je cherche ton tableau, souvent c'est le tableau qui est dans les collections du Masque, donc à un moment. En fait, tempéra, ça peut vouloir dire simplement émulsion, ça veut dire qu'on mélange l'eau et l'huile. Et là, c'était une colle qui faisait office d'œuf. Enfin, qui permettait de mélanger l'eau et l'huile. Donc c'est pas tout à fait la même matière non plus que quand c'est à l'œuf. C'était le glissement depuis l'huile jusqu'à la tempéra à l'œuf. J'en suis passée par là entre les deux. La particularité de l'œuf aussi, c'est que ça rend les choses beaucoup plus mates. Et donc ça restitue la puissance du pigment en lui-même. Parce que sinon, quand le pigment est mouillé ou qu'il est dans l'huile, eh bien, il est beaucoup plus foncé. Donc on n'a pas le même éclat des couleurs, c'est différent. Et du coup, ça a changé mon rapport à la couleur, chose que je n'avais pas prévue, parce que j'ai des pots de pigment au lieu d'avoir des petits tubes de peinture. Et je suis beaucoup plus encline à vouloir utiliser la puissance colorée en elle-même. Je viens d'une peinture qui était quand même, bon, comme c'est le cas ici, beaucoup faite de gris coloré en fait, où je travaille mes rapports de couleurs de façon très nuancée. Et dans les tableaux les plus récents, j'ai des rapports de couleurs beaucoup plus francs. Mais que j'arrive à construire parce que j'ai quand même cette culture du gris coloré qui fait que ça tient, parce que sinon pour faire un tableau coloré, comment dire, si on met juste des couleurs très, très vives les unes à côté des autres, et c'est là où je suis assez classique, je considère que c'est gueulard et que ça ne marche pas. Et la question que ce soit dans l'utilisation de l'huile ou après dans la façon dont tu fais évoluer tes techniques, il y a la question du corps, j'imagine, qui est toujours de toute façon très présente. Alors déjà, oui, c'est assez excitant avec un œuf, de casser l'œuf et dans ma tempéra, il n'y a pas que de l'œuf, il y a aussi de l'huile et une résine. Mais on peut aussi utiliser que de l'œuf, mais là ça sèche beaucoup plus vite. En fait, c'est assez intéressant de connaître les matériaux, leurs propriétés, de savoir comment on peut les mélanger pour, encore une fois, finalement, jongler entre les différentes qualités. Et si je suis allée vers la tempéra, c'est qu'elle m'empêche d'être trop... comment dire, avec la particularité de la peinture à l'huile, c'est qu'on peut faire des fondus très, très doux, quoi. Et c'est pour ça en général qu'on peint à l'huile. Mais moi j'étais tellement dans quelque chose de minutieux, de contrôlé, etc. Avec la tempéra, je ne peux pas être aussi... ça sèche plus vite, ça m'empêche dans ma tendance à la minifier, et du coup ça m'oblige à des choses plus gestuelles, plus nerveuses et plus structurées dans la touche. Et c'est ça que je voulais. Et sur la façon dont tu construis les peintures, donc là on a sous les yeux un tableau qui s'appelle Mélancolia. Tu
Tu sais, on avait évoqué la question des peintures aujourd'hui qui pouvaient être des peintures citationnelles qui revendiquaient dans le tableau la présence de tableaux de maîtres, en fait, hein, une Madone, je sais pas, la Joconde de Vinci, vous voyez directement des tableaux dans le tableau, vraiment de manière directe, donc ce qu'on appelle des citations. Ta peinture, elle est évidemment nourrie hein, d'énormément d'échos, de référents, mais c'est pas stricto sensu une peinture citationnelle, en tout cas revendiquée. Comment ça vient? Peut-être tu peux t'appuyer du coup, Marion, sur ce tableau, parce que c'est peut-être plus facile. Comment ça vient pour toi la référence culturelle de manière, tu vois, dans l'après-coup, comment tu te dis à un moment, bah, tiens, là, ça me fait penser à un tableau de tel peintre, je vais jouer sur et le faire grandir. Comment ça se passe dans le processus? Mais effectivement, c'est plutôt de l'ordre de la réminiscence. Et souvent, alors en tout cas là, c'était le cas ici, j'ai d'abord placé un espace, planté un décor et une situation, et en cherchant à en cristalliser le sens, j'ai remarqué que je pouvais faire des échos avec la mélancolia, enfin, la tradition des tableaux, des gravures de mélancolia. Donc je suis allée voir Dürer et Cranach. Et du coup, je l'ai appelé Mélancolia ou la rate au courbouillon. Après, j'assume de jouer avec la référence. Le petit nuage, je l'ai emprunté au petit nuage de Lucas Cranach, où il y a des petits angelots dedans. Bon, j'ai pas mis des angelots. Et alors, du coup, quand on parle de référence comme ça ou d'écho, tu as par exemple, je pense, d'ailleurs la croix, c'est quelque chose qui est déjà là dès, en regardant là, les images des débuts 2009, tu as déjà la croix, plusieurs références comme ça. Et là, ce tableau, le mal, tu as intitulé Présence du mal. Donc des références à la tradition chrétienne, enfin bon, qui est un peu le fond de l'Occident, de ce qui nous constitue. Comment ça, pour toi, ça vient travailler ce fond chrétien et ces questions justement de grands sujets comme ça, de religieux, de crucifixion, de Madone, de Pietà? Alors, la croix, déjà, je dirais qu'en premier lieu, moi j'ai un rapport très intuitif avec ça. Et d'ailleurs, avant d'être un symbole de la crucifixion, c'est un marquage de la présence humaine sur Terre. Enfin, il y a plein de traditions dans lesquelles il y a une croix. Donc c'est presque le corps humain, quoi, dans sa structure. J'ai pas d'éducation catholique. Et donc j'ai finalement découvert tout ça en découvrant la peinture. Qu'est-ce que je peux te dire? Tu dis que tu n'as pas d'éducation catholique, donc il y a aussi peut-être pour toi le fait que c'est un rapport d'abord formel avant tout, et puisqu'il n'y a pas tout peut-être... J'ai pas d'éducation athée non plus, j'ai quand même une éducation assez croyante, mais New Age. Et parce que tu as des artistes, par exemple, qui convoquent, je dirais, tu sais, ce sont des images archétypales, quoi, des images fantômes, qui du coup vont travailler la mémoire collective, l'inconscient, tu vois, la Pietà, la crucifixion, il y a tout un appareil théorique qui a été écrit là-dessus, sur le concept d'images survivantes, d'images fantômes. Tu n'as pas lu les écrits de Aby Warburg, je l'évoque parfois sur ce concept d'images fantômes. Je suis sûre que ça a quelque chose qui pourrait t'intéresser sur comment... c'est un Allemand d'ailleurs qui écrit donc le concept de pathos formel, un Allemand, qui dit que tu as des images comme ça, le serpent qui entoure comme le Laocoon, le corps crucifié, le corps allongé, le gisant, qui d'ailleurs traverse les traditions. On pense à la tradition chrétienne, mais c'est déjà présent dans la tradition païenne. On retrouve en fait le motif du gisant.
et que ça draine comme ça dans l'inconscient collectif le pathos. J'ai pas lu Warburg, mais je lisais récemment Jung. Ouais. Et finalement, c'était la première fois que je lisais une définition des archétypes telle qu'il les a définis, lui. Et il parle vraiment de formes originelles de l'inconscient, quoi, qui sont là avant toute chose, qui constituent le squelette même de notre perception. Donc effectivement, ça peut fascinant, ça. Se rattacher, oui. Et donc du coup, on peut faire le lien entre plein d'époques, et on en a des réminiscences de fait. De toute façon, quoi qu'on fasse en peinture, c'est rattaché et rattachable. C'est ça, un temps long, quoi. Oui. T'as des artistes qui éradiquent cette présence de l'histoire long dans leur démarche. Tu peux avoir des démarches radicales qui effectivement mettent à distance quand tu es dans une pratique stricto sensu formaliste de procédés, mais effectivement quand tu es dans je crois pas trop au tabula rasa, je crois au cycle en fait. Oui. À partir du moment où tu te confrontes effectivement à la peinture, on va dire figurative, avec tout son lot d'histoire, enfin il y a tout le temps derrière toi et tout. Et dans cette question, justement, parce que là, derrière toi, on a une peinture qui représente un nu féminin, se pose la question, du coup, dans l'attachement à la figuration, dans l'attachement au médium peinture, la question de la présence du modèle. Et c'est évidemment une question de fond qu'on t'a déjà posée, mais qui fait partie des grandes questions importantes pour comprendre ta démarche. C'est que tu vas représenter beaucoup de modèles tu peins à l'atelier d'après des modèles réels et pas forcément donc systématiquement d'après photo. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on est dans une époque où, en tout cas, les jeunes générations de peintres, bon d'ailleurs maintenant c'est tout à fait jeune parce que la question de la photo, elle est intégrée depuis quand même pas mal de temps, c'est pas nouveau, depuis les impressionnistes, il y a la question de la photo qui se pose depuis le 19e. Et du coup, il y a beaucoup de peintres contemporains qui ont intégré la question de la photographie dans le process pictural, mais en tout cas, depuis les jeunes générations, toi tu es né début 80, les artistes qui sont nés après justement 80 et début 90, Madeleine Roger-Lacan qu'on accueille en novembre ici, sont des artistes qui ont grandi avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de prolifération en fait du rapport à l'image mécanique, à l'ordinateur, à l'usage de la photo ou de l'ordinateur dans le process. Donc ça c'est vraiment, ça a proliféré. Et c'est commun aujourd'hui pour un peintre de peindre avec d'après photos exclusivement. Pourquoi chez toi du coup Marion, le modèle il est là et qu'est-ce que ça amène la présence du modèle finalement de plus que t'as pas avec la photo? Du coup je reviens à la notion d'expérience. J'entends partager une expérience et l'expérience que me procurerait le fait de regarder une photo et de peindre d'après une photo n'a strictement rien à voir avec celle d'être en présence de quelqu'un qui se met dans telle ou telle position et de vivre ça avec la personne. Ça ne produit pas la même peinture non plus. La peinture que produit ma peinture d'après photo ne m'intéresse pas visuel. Enfin, autant le résultat que le processus ne m'intéresse pas en fait. Alors que m'intéresse la situation avec le modèle. Un jeu de contraintes aussi qui a lieu à ce moment-là. Une espèce d'offrande de la part de la personne qui est d'accord pour venir faire ça. Derrière toi, on a une peinture avec une position du corps un peu bizarre. Ça me fait penser, parce que du coup, la surprise aussi, tu sais, ce que le corps du modèle il amène et comment il va se placer. Beaucoup de choses, ça c'est pas prévu souvent. Parfois, ça m'arrive dans un tableau qui est déjà très composé et j'ai besoin là de quelqu'un qui joue tel rôle. Ça m'arrive d'inviter quelqu'un pour un rôle précis, mais souvent il y a un espace. Je propose un espace en fait, je campe un décor, je campe une situation
je propose un état d'esprit et la personne me propose son corps à elle, ses affects à elle et comment il réagirait. Et on s'amuse. Sur cette idée de surprise et de travail à l'atelier, je vous invite à voir le film qui a été fait sur le Marion Bataillard d'Alain de la Negra, qui montre justement aussi ces questions et pour qui le réalisateur a posé aussi pour... Oui, c'était assez beau parce qu'il voulait absolument avoir une scène de nu dans le film et on avait juste 2 jours, on ne trouvait pas de modèle nu et du coup c'est lui-même qui s'est sacrifié. Et du coup, on glisse sur la question des... Oui, tu voulais? Je ne savais pas qu'il existait encore celui-là. Sur la question des modèles et de la présence des modèles dans les tableaux, tu as glissé, Marion, tu sais, dans ta dernière exposition, par exemple, là, on a sous les yeux la grande peinture ici, Place de la Réunion, qui donc il y a un glissement dans ton parcours, enfin une évolution après, si on regarde comme ça de manière un peu générale, sur la façon dont tu vas glisser vers une peinture plus composée, avec des groupes de personnages, plus complexes aussi dans la composition, où tu passes donc de 1 ou 2 personnages à des groupes qui sont représentés dans des architectures. Là, on retrouve aussi la question des formes géométriques qui jouent un intérêt. Comment ça se passe, ce glissement vers des compositions avec plusieurs personnages, je dirais symboliquement et picturalement? C'est-à-dire, pourquoi tu es amené à ça? Qu'est-ce que ça te pose comme enjeu picturaux, tu vois, de composition? J'imagine que c'est pas le même challenge. Et pourquoi aussi, symboliquement, ça vient questionner, j'imagine, tu vois, l'homme dans la cité, le lien de l'un aux autres. En fait, c'est mon désir originel de peindre des groupes, des gens ensemble, etc. Mais c'est très difficile. Et donc pendant longtemps, je m'en suis tenue à 1 ou 2 figures parce que je construisais mon travail. Et aussi, j'avais du mal à dégager de l'espace autour des figures. J'ai mis du temps à réussir à dégager de l'espace autour de la figure centrale. J'ai mis du temps à décentraliser la figure centrale et à réussir à articuler différents corps dans cet espace enfin dégagé. Et là, c'est vraiment ça que je veux continuer. Du coup, en jouant plus fort avec qu'est-ce qui se passe entre les gens, qu'est-ce qui se passe entre les corps dans l'espace donné, quelles sont les situations qu'on campe. Et ça permet d'aborder plus de sujets. En fait, j'ai aussi envie j'ai envie que le sujet soit bien construit à chaque fois. Quand on propose un grand tableau, en fait, on a quelque chose on a une histoire. Enfin, c'est pas une histoire d'ailleurs, c'est parce que je pensais au terme peinture d'histoire. Là, par exemple, sur le tableau qu'on a derrière toi. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs, dans tes questions, j'avais lu que tu me posais la question de la grâce et je me suis dit, mais moi j'ai pas utilisé ce mot-là, et là je viens de me rappeler que si, complètement. Donc la situation. Dans le film d'ailleurs, que oui. c'est dit. Là je demandais aux gens qu'est-ce qui se passerait s'ils sont dans la ville et qu'est-ce qui se passerait avec les autres si la grâce descendait dans leur cœur. Et j'ai adapté un peu mon langage en fonction des modèles, mais j'ai vu ce qu'ils me proposaient, quoi. Il y a la question du lien entre les personnes aussi, la question de l'introspection, du personnage qui rentre en eux-mêmes, la question du lien. Il y a la question aussi de toi qui regarde vers le spectateur. Il y a cette présence de l'autoportrait d'ailleurs qu'on retrouve, on n'en a pas parlé, mais vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup de tableaux qui représentent des autoportraits et aussi le peintre au travail, à l'atelier, en train de se représenter avec les outils de peinture. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Marion, ces tableaux, ces scènes d'atelier et cette représentation du vide en fait à l'atelier, d'un espace comme ça, vacant, avec juste les outils et toi, je dirais,
pourquoi il y en a tant. D'ailleurs, c'est récurrent aussi. Aujourd'hui, tu as remarqué, il y a beaucoup ces mises en abîme comme ça de peintres qui se représentent à l'atelier. Parce que c'est aussi... Ça dit quelque chose du rapport à la peinture, de comment tu l'interprètes, toi, ça? Bah, justement, j'en fais moins maintenant. Oui. C'est une sorte de fascination du peintre pour sa propre pratique qui m'agaçait aussi au bout d'un moment. Donc je voulais proposer autre chose. En fait, c'est une manière souvent au début d'un cycle de travail, c'est une manière de redémarrer un cycle en ancrant les choses. D'une façon générale, tout revient toujours à ça. Ancrer les choses dans le présent, dans l'engagement du corps à ce moment-là, la présence à l'espace. Et donc, je suis là, dans cet atelier, je prends un miroir. Oui, absolument. Et c'est pas intéressant comme fin en soi et comme après gimmick qui revient sans cesse. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as pris tes distances aussi avec ce film. Je referai d'autres tableaux d'atelier, mais je ne veux pas en faire un leitmotiv en soi. Oui, non, j'entends. Je pense que c'est dans les questions là qu'on a évoquées sur les grands formats, je pense que c'est une question essentielle. Sur la notion de grâce que tu as évoquée, il y a la notion d'amour aussi qui revient en amour. La notion de, je sais pas qui peut envoyer l'idée de l'illumination et la question de la lumière. Est-ce que tu penses que, est-ce que pour toi, tu pourrais parler de cette question de la lumière et de la façon dont peut-être elle pourrait avoir une charge spirituelle surtout dans ce tableau-là, c'est assez explicite. Ça dépend des tableaux. Et après, je voudrais encore une fois placer une polarité en fait entre des tableaux comme ceux-là, où il y a une... je sais pas comment formuler les choses. Il y a un côté explicite et presque même un peu avec les gros sabots que j'ai décidé d'assumer à un moment donné sur du spirituel. Mais finalement, les tableaux d'atelier, pour en revenir à ça, ou les tableaux de sujets très pauvres, sont une autre manière de prendre cette question. Est-ce que Dieu est dans toutes les choses, partout, tout le temps? Est-ce qu'il est extérieur au monde? Est-ce qu'il est dans toutes les choses, partout, tout le temps? Et ce basculement, justement, où tu assumes cette question de... plus frontalement, cette question du spirituel, elle est liée à quoi dans ta vie? À des moments de lecture? T'as eu des choses que tu as vues, que tu as lues, qui ont été, tu vois, qui sont venues des expériences? Peut-être que j'existe, non? Ouais, c'est... je pense... Parce qu'il y a la question du temps, moi je dis ça, je peux parler de manière personnelle. Je pense que quand on est... il y a la question du temps qui passe, on vieillit, on perd des gens qu'on aime, il y a la question de la mort des autres, il y a la question... Et je pense que tout ça déjà petite. Ouais. Ça vient du coup d'obsession que tu avais... Tu sais, on n'a pas parlé de l'enfance, du fait que tu n'as pas grandi dans une famille de peintres, où tu as plein de tableaux, déjà enfant et tout. Par contre, tu avais parmi les obsessions primordiales cette question... Je voulais comprendre comment ça fonctionnait tout ça. Notre présence ici, qu'est-ce qui se passe après. Et au final, je ne me rattache pas à des croyances. Mais je brasse des hypothèses. Et ta peinture, elle brasse des questionnements. Oui. Donc après, à chacun de se faire sa réponse. Le tableau qu'on a sous les yeux, du coup, il y avait la question, pour rebondir aussi sur cette question de la lumière et des formes géométriques qu'on a évoquées tout à l'heure, tu sais, sur l'idée des formes de colorées, des aplats, de la modernité, de l'abstraction aussi, du coup. Comment ça vient dans le process, cette question justement de la forme géométrique, de quelque chose qui peut être abstrait, mais qui peut après mener à plutôt
ça devient lumière dans une scène. Est-ce que tu l'as déjà mentalisé avant de faire le tableau, ou est-ce que ça vient, c'est le hasard en fait du tableau qui va te mener à ça? En fait, donc ça c'est des tableaux récents qui ont des châssis à forme, Oui. Que j'ai introduits récemment. Et c'est aussi une conséquence des châssis à forme que j'avais pas anticipé. C'est que ça m'a amené à renforcer et à autonomiser quasiment certains moments de géométrie. Donc je me suis retrouvée moi-même surprise d'avoir un Barnett Newman au milieu de cette scène. Et pour le coup là, celui-ci et le très grand tableau jaune qu'on regardait tout à l'heure, c'est des tableaux pour lesquels je ne fais pas d'esquisse de composition avec les personnages. Ce qui se passe avec les personnages, c'est in situ, on va dire. En revanche, je fais des esquisses couleurs, de la composition colorée, pour construire mes rapports de couleurs. Donc j'en ai aussi une version petite avec cette chose géométrique. Et sur la construction de l'espace, avec le grand tableau justement, ça a fait bouger quoi dans, tu sais, le fait d'avoir au niveau justement de la question de la perspective et de comment tu vas travailler sur un espace ambigu qui est à la fois fermé, ouvert, à la fois il y a des éléments de perspective, mais à la fois il y a une planéité, une frontalité. L'architecture, ça a amené, j'imagine, des complexités dans comment tu as géré l'espace, comment ça s'est présenté, cette question justement de l'inscription du corps dans un espace. Je ne sais pas si je comprends bien ta question. En tout cas, c'est une architecture assez rudimentaire, finalement, qui nous rapproche de la géométrie, et assez symbolique. Et le fait du châssis à forme, c'est comme presque une étape intermédiaire entre l'espace réel et l'espace figuré. C'est ça, oui. Ça ajoute un peu de lien. Oui. Entre les deux, ce n'est pas... Et ça renforce finalement cette dualité que j'énonçais déjà au début. La chose est ce qu'elle est et aussi autre chose que ce qu'elle est. Absolument. Et d'ambiguïté aussi d'une modernité qui va travailler sur un espace plus ouvert, qui va créer un lien avec le regardeur. Oui. Parce que tu parlais Enfin, il y a tous les Américains qui ont travaillé justement aussi cette question de la peinture-objet. Tu vois, là, le format du support, ça participe aussi à ça, je pense. De faire rentrer dans l'espace du spectateur, la peinture. Et en même temps, justement, parce que récemment, j'ai été amenée à des expériences de pensée tout au moins, ou de projets de peinture qui s'inscrit dans l'architecture, parce que mon histoire de châssis à forme, c'est un désir d'inscrire la peinture dans l'architecture. Et quand elle l'est réellement, ça devient presque plus difficile de figurer l'architecture. Comme s'il y avait une espèce de saut. Parce que sinon on bascule vraiment du côté du trompe-l'œil. Enfin, je sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. C'est clair, j'entends ce que tu dis. Et sur la question aussi des ambiguïtés et des tensions de la peinture, on retrouve... là, il y avait une image... on le voit sur tous les tableaux. Hein, voilà, ici. En fait, il y a dans ton travail, il y a un goût aussi pour l'hétérogène des écritures. On peut avoir là, oui, des choses qui sont plus bâtirées que d'autres, plus poussées dans le réalisme, ou au contraire avec des aplats ou des griffures, ou des choses qui révèlent plutôt la matérialité du support ou de la peinture. Tu vas et viens en fait dans ta manière de peindre. Dans ces écritures différentes. On a déjà parlé, Marion, de cette question-là, et tu sais que je travaille beaucoup sur l'idée de la question en fait, de l'hétérogène qui m'interroge en tant qu'historien d'art, et c'est vrai qu'il y a une spécificité en fait quand même de la modernité au sens long en fait. Hein. Pour moi, il y a la contemporanéité, elle est encore dans le temps de la modernité, et c'est un temps qui est très long, le temps de la peinture est long. Et je pense que du coup, il y a des questions qui ont été ouvertes en fait, par les modernes historiques qui continuent de poser des questions aux peintres aujourd'hui. Et cette question de l'hétérogénéité, elle est importante parce que elle vient évidemment répondre à un désir de peinture, enfin, de liberté, j'imagine, hein, d'inscription du corps, le désir purement
tout à fait corporelle et enfin, de cuisine, mais en même temps aussi elle rend compte d'une peinture qui elle-même est de fait de tension et qui du coup va se lire de manière particulière pour le spectateur et qui du coup aussi suggère, même si c'est pas forcément conscientisé, j'imagine, à l'atelier, une vision du réel et du monde qui est une vision d'un monde en tension. Donc on pourrait se dire soit d'une modernité qui va plonger dans l'intériorité avec notre intériorité est faite de tension, justement, de morceaux, de choses, pas d'unité, des choses se télescopent comme ça, le fantasme, le vu, et donc une réalité aussi du monde actuel qui est morcelée par les nouveaux médias, la prolifération des images, les transports, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, peut-être, est-ce que tu penses que dans tout ce tohu-bohu, cette réalité, enfin, la question de l'hétérogène dans ta peinture, elle peut aussi quelque part être une façon de traduire instinctivement ce morcellement et cet hétérogène de la vie, quoi, de ce qui nous constitue et de la réalité aussi environnante. Après, ça dépend si on parle de l'hétérogène au sein d'un tableau, oui, ou de l'hétérogène d'un tableau à l'autre. Oui. C'est vrai que l'hétérogène d'un tableau à l'autre, il est la conséquence naturelle d'une liberté, oui, et d'un désir de ne pas être coincé dans une identité. Et c'est pas parce qu'on a fait ça qu'on va toujours faire ça. Oui. Et c'est une exploration, donc voilà. Oui. Même si on réfléchit quand même à une cohérence d'ensemble au sein de chaque période. Bon, au sein d'un tableau, l'hétérogène au sein d'un tableau, c'est vrai que c'est différent. Et effectivement, il y a de l'hétérogène, ça se voit pas forcément d'ailleurs dans les reproductions, qui donnent un peu l'impression d'une image comme ça, mais il y a souvent des matières différentes et des sensations différentes au sein d'un même tableau. Et là, ça correspond plus à... on en revient un peu à cette idée de... C'est de ça qu'est fait notre... enfin, en tout cas, mon rapport au monde, ma perception. Les choses ne sont pas tenues ensemble facilement. Oui, c'est une histoire de tension. Ouais. De tension beaucoup aussi entre le vu, et tu vois, avec le tableau qu'on a derrière, entre le vu et le fantasmé. Et du coup, j'aimerais que... Alors, je regarde, on est... pour respecter un peu le... Ça va, on est OK en termes de temps. Sur la... Tu sais, je pensais par rapport, pour rebondir à ces histoires d'hétérogénéité et de télescopage à l'intérieur du tableau. Il y a en fait une évolution dans ton travail aussi. Ça rebondit avec cette idée que tu ne veux pas non plus te laisser enfermer, tu vois, toi, tout peintre d'ailleurs, dans une étiquette ou et que tu te laisses la liberté d'explorer librement, évidemment, tout ce que permet la peinture et ses expériences. Tu as réalisé, en fait, sur la question du modèle, tu peins d'après modèle, mais tu as aussi réalisé donc, des paysages. Il y a différents paysages dans ta pratique, donc des paysages de grand format ou de petit format, et aussi donc des dessins que tu as réalisés. Donc là, on a des images de dessins de Marion Bataillard. Tout récent, là, tout récent, de l'atelier. Qui ouvre à une nouvelle phase dans ton travail. Et j'aimerais qu'on termine cet échange sur ça, parce qu'il y a plusieurs choses à dire. D'abord, la question du motif. Ça nous a interpellés, Marion, parce qu'on a fait cette exposition à Cannes ensemble à la Malmaison, qui s'intitulait Luxe, calme et volupté, où j'interrogeais la question du voyage dans le Midi des peintres modernes ou contemporains. Et la question du paysage sur le motif, du coup, après ce qu'elle avait pu être pour Monet, Renoir, Bonnard, qui dessinaient, qui ne peignaient pas d'après-midi, en tout cas, tous ces peintres-là qui ont travaillé dehors. Qu'est-ce que ça amène en fait physiquement d'aller travailler dehors sur le motif? Et donc tu as travaillé du coup dans l'idée
produire pour cette exposition. En tout cas, c'était des questions que tu t'étais déjà posées et qui revenaient là, de dessiner dehors. Alors, qu'est-ce que ça a amené dans ta pratique de dessiner dehors, dans cette question du paysage et peut-être aussi du corps, hein, puisque vous voyez, il y a aussi des nus, en fait, des dessins de corps, donc des dessins de rivières, d'eau, de rochers et des dessins de corps. En fait, initialement, ça c'est vraiment des prises de notes pour faire des peintures après. C'est lié à mon déménagement en Ardèche. Je faisais finalement déjà des prises de notes dessinées à Paris pour ensuite construire mes architectures, mais c'était quand même plus rudimentaire. Là, j'ai plus plongé. Du coup, plus plongé dans le dessin, ce qui est nouveau pour moi. Car normalement, c'est pas tant une étape intermédiaire. Et comme je peux pas emmener toutes mes boîtes de pigments, ma table à roulettes dans la montagne, du coup j'ai un grand sac à dos qui me permet de mettre des grandes planches à dessin dedans. Donc déjà ça amène des belles promenades. Et c'est encore une fois faire l'expérience du paysage. C'est le paysage aussi, là je vais vraiment plonger dedans et c'est très nouveau pour moi, même si j'ai déjà peint des paysages, disons que je n'ai pas plongé. Et là je vais plonger parce que je suis obligée, ça m'entoure. Tu as pu peindre des paysages dans le passé qui n'étaient pas forcément des paysages perçus. Si. Si, ça l'était. Toujours. Toujours. Tu as toujours l'expérience qui est la question du corps. En fait, c'est toujours une sensation, une émotion vécue qui vient en premier. Et que ne peut pas restituer la photographie. Non, toutes les couleurs changent. On voit rien sur une photo. Oui. À moins d'en faire vraiment une étape à part entière, de se procurer un très bon appareil photo. C'est possible, hein, en fait, de faire des bonnes photos qui seraient de bons supports pour la peinture. Mais je déteste avoir à gérer des banques d'images. C'est la question du corps aussi. C'est peindre sur le motif, l'expression, au 18e ça commence, mais en tout cas c'est beaucoup au 19e qu'on le voit, je vous parle en termes d'histoire de l'art dans les écrits, et beaucoup autour du travail justement, il y a les 3 C, quoi, Corot, Cézanne, Courbet, qui amènent en fait quelque chose, du coup, c'est intéressant parce qu'au moment où la photographie va se développer, et c'est vrai que le regard vivant, il n'est pas du tout, la photographie elle a tendance à aplatir en fait là. C'est étrange, l'œil, il a la capacité de percevoir en fait plusieurs plans. Plein de choses. Et ça, tu le... Que la photo fait disparaître. Et... Oui, c'est juste pas du tout... Et pour en revenir au paysage, c'est aussi très différent du corps, parce qu'on peut se permettre beaucoup plus d'approximation anatomique. Ça va déranger personne. En revanche, on devient comme une espèce de... Finalement, il faut comprendre comment fonctionne la forme par principe pour devenir une espèce de machine à générer de ce type de forme. Une fois qu'on a compris comment fonctionne le mouvement de l'eau, comment fonctionne l'enchevêtrement des arbres. Donc on devient presque une IA. Et donc c'est très différent de l'expérience sur le motif d'un corps. Où là, il y a beaucoup plus de... Enfin, je fais plus attention aux réalités locales. Je sais pas si c'est clair. Non, mais si, c'est clair. Et la question du corps, elle se retrouve encore, en fait. Tu vois, on en a parlé. C'est le pivot de tout ton travail, que tu sois en peinture d'atelier ou sur cette question sur le motif, il y a une incarnation. Et même quand je peins... Et finalement, aussi, le paysage, ça pose la question. Parce qu'en fait, déjà, paysage... C'est une manière d'aborder l'espace de façon assez stéréotypée, le mot même. En fait, on est dans un espace, il se passe des choses. Et par exemple, pour moi, le format dans les paysages que j'ai pu peindre, le format le plus logique, c'était un format très vertical. Parce qu'en fait, notre expérience quand on marche dans la campagne, c'est qu'on passe notre temps à regarder des pieds à loin devant, de nos pieds à loin devant. Et donc en fait, il y a notre corps qui est présent à travers le choix du format. Absolument, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les paysages alpins qu'on a vus
en début de diaporama. Cette question du dessin aussi, je voulais qu'on termine sur la dernière expérience que tu as vécue. Tu as passé une formation qui est peintre... Peintre en décor du patrimoine. Décor du patrimoine, merci. J'ai fait ça l'année passée. Qui donc t'a ouvert au bonheur de l'initiation à la fresque. À la fresque, oui, pas seulement. Mais... Et du coup, par rapport à ta pratique de peintre et comment ça s'est posé ce désir en fait d'aller frayer vers cette voie-là, par rapport à tout ce que tu nous as dit. De toute façon, on a déjà des signaux, mais et puis est-ce que ça a activé des nouveaux désirs, des choses dans ton désir de retourner à l'atelier et de refaire de nouvelles choses? C'est sûr que ça va faire bouger des choses et je ne sais pas encore ni quoi ni comment. Comment c'est venu du coup cette idée de faire cette formation? Je voulais être équipée pour pouvoir peindre dans l'architecture. Donc techniquement, connaissance des matériaux, encore une fois, beaucoup plus approfondie. Je sais diagnostiquer un mur à présent, savoir qu'est-ce qu'il faut faire si on veut peindre dessus, enfin bon, en fonction du type d'enduit, etc. La logique des matériaux. Après, du coup, c'est un rapport de la peinture à l'architecture. Après, cette formation-là, elle était évidemment très orientée, c'est pas du tout les beaux-arts, hein. Oui, bien sûr. Mais j'y ai pris ce que j'avais besoin d'y prendre. Et en fait, dans le projet de peinture murale, en fait, c'est beaucoup un projet. Beaucoup plus que la peinture de chevalet qui peut se permettre plus de spontanéité. Dans le mural, en général, ça passe par du projet, donc par de l'esquisse, par des poncifs également. Oui, c'est ça. Les poncifs, pour expliquer un petit peu, c'est des calques à la taille de la peinture qu'on va faire pour les motifs les plus complexes, par exemple un corps dessiné sur un calque, et on va faire des petits trous tout le long du dessin, avec une roulette à poncif ou avec une aiguille comme ça, ou un petit clou. Et ensuite on pose le calque sur le mur et on tapote une petite poupée de pigment, et du coup le pigment passe à travers les petits trous et le dessin se retrouve. C'est une manière de reporter, et ça peut être reporté à l'infini. Ça, dans la fresque, on le fait même 2 fois parce qu'il y a la Riccio et l'Intonaco, je ne sais plus les noms. En tout cas, il y a beaucoup de préparation. C'est une chose qui m'est étrangère à la base, mais qui m'a amenée vers plus de dessin, tout comme cette expérience-là. Oui. Du coup, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est cohérent dans cette, l'évolution qu'avait pris ta peinture déjà dans la dernière exposition, avec ce désir de représenter des compositions de groupes, avec des groupes de plus de complexité. J'imagine que c'est un peu logique que tu aies eu envie de travailler, de faire cette formation, parce que dans l'idée des grandes compositions, il y a l'idée des murales, des rôdes. Et c'est aussi du coup, mais c'est compliqué, hein, c'est aussi après, parce que la peinture dans l'architecture, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle est plus dans un espace un peu entre parenthèses du monde. Elle est vraiment inscrite à un endroit précis. Elle résonne, elle dialogue avec le monde depuis cet endroit et pas un autre. Et tout à coup, quand on aborde un lieu en se disant je vais faire une peinture pour ce lieu, en fait, les possibles se ferment, parce qu'on ne peut pas faire tout n'importe où. Et c'est aussi du coup beaucoup plus situé politiquement, dans le sens d'un rapport au réel. Et d'un rôle de la peinture dans le champ social, quoi. Ce qui était historiquement le cas avant la peinture de chevalet. Absolument. Aujourd'hui c'est compliqué aussi en fonction des contextes. Oui. Et cette question de l'inscription dans le champ de la cité, et cette question du politique, elle est importante pour toi? J'y aspire, j'aspire à explorer ça en fait. Sans avoir de réponse pour le moment. Elle est déjà sous-tendue dans toute ta pratique et dans ta peinture d'atelier, par les questions qu'elle pose, justement. Je pense
aux humains et à notre façon de fonctionner ensemble. Mais c'est vrai que souvent la peinture dans l'espace, elle est plus décorative en fait. Sauf à être justement dans des lieux particulièrement privilégiés comme une église où il y a du coup un sujet fort, ou alors, je sais pas, tel palais. Mais finalement c'est rare qu'on puisse faire de la peinture d'histoire dans l'espace, dans l'architecture. Oui, ça amène souvent une dimension plus décorative. Enfin voilà, je suis avec des questions et puis ça dépend des contextes. Écoute Marion, en tout cas, on te souhaite que tu puisses explorer justement cette nouvelle voie par un partenariat de réalisation, de commande dans une ville ou dans un musée qui te permettent de déployer tout ce que tu as exploré dans cette formation. On a le temps et le musée imparti arrive touche à sa fin.